J'ai compté 74 nouveautés depuis la fin de la conférence re:Invent, c'est moins de la moitié du rythme des semaines avant la conférence. Dans cet épisode, je vais parler d'une nouvelle possibilité offerte par Amplify, je vais aussi parler de Lambda, de Fault Injection Simulator, ou Fault Injection Service, comme on doit l'appeler maintenant, ce service qui permet de simuler des pannes dans vos applications, et puis deux nouveautés côté Cloud Shell, et puis une qui concerne Recognition, Face, Liveness Detection. Je vous explique tout ça, c'est dans le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, tous les vendredis matins, un épisode sur deux, une semaine sur deux, je reçois un invité, un client, un partenaire qui explique des cas d'utilisation, des retours d'utilisation du cloud AWS. Et puis une semaine sur deux, on passe en revue les nouveautés des 2 dernières semaines. J'ai eu beaucoup de feedback positif suite aux épisodes spéciaux, les 5 épisodes spéciaux enregistrés à Las Vegas pendant la conférence AWS re:Invent. Apparemment, ça vous a permis, ça vous a aidé de rester en contact avec le déluge d'annonces qu'il y a eu pendant 5 jours, pendant une semaine, 5 semaines, ça serait horrible. Mais ça ne s'est pas arrêté là, les annonces ont continué après la conférence, et dans cet épisode, j'en ai épinglé 6 qui sont plus d'intérêt pour les développeurs, pour les builders, pour les gens comme vous qui ont les mains sur le clavier et qui construisent des solutions sur AWS. La première nouveauté, elle date du 12 décembre. C'est mon collègue Shani qui a écrit le blog post d'annonce. Elle concerne AWS Amplify. Vous savez, Amplify, c'est ce service qui est à la fois une ligne de commande qui vous permet aux gens qui sont plutôt des front-end développeurs de facilement provisionner des ressources dans le cloud, comme un serveur d'identité pour authentifier vos utilisateurs avec Cognito, mais aussi des API, GraphQL ou REST, et d'autres services du stockage d'objets par exemple sur S3. Donc ça, c'est la ligne de commande qui vous permet très facilement de provisionner ces services dans le cloud. Et puis il y a aussi une librairie à inclure dans vos applications clientes. Alors il y a des librairies pour React, pour Angular, pour Vue côté JavaScript, et puis évidemment pour Kotlin et Swift si vous développez du natif mobile. Eh bien, quelle est la nouveauté pour Amplify? C'est qu'à partir de maintenant, il peut générer automatiquement des API GraphQL pour vos bases de données relationnelles. C'est une question qu'on avait très souvent, c'est comment j'interagis, comment j'accède à une base de données relationnelle depuis une application cliente Amplify. Et jusqu'à présent, vous deviez écrire pas mal de code vous-même, c'était possible, soit avec des API REST, soit avec des API GraphQL, mais alors vous deviez écrire vous-même les transformers, etc. Bref, beaucoup de plomberie, beaucoup de choses qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée dans vos applications qui étaient nécessaires. Maintenant, la ligne de commande d'Amplify permet de générer une API GraphQL automatiquement. Donc elle génère les opérations CRUD, Create, Read, Update et Delete, sur base du schéma de votre base de données. Donc elle extrait, elle introspecte votre base de données, elle génère les types GraphQL et elle génère les opérations GraphQL également. Ça se joue au niveau de la ligne de commande, donc ça marche pour toutes les applications Amplify, qu'elles soient sur mobile, avec Swift ou Kotlin, comme je l'ai dit, ou des applications web, puisque c'est la ligne de commande qui génère une API GraphQL. Et après, côté application cliente, il suffit d'appeler cette API GraphQL, comme vous le faisiez déjà peut-être pour des données dans DynamoDB, par exemple. Donc maintenant, avec la même API, ou la même type d'API, la même technologie d'API GraphQL, vous pouvez soit interroger des données dans une base de données NoSQL comme DynamoDB, soit vos données relationnelles qui se trouvent dans MySQL Postgres. Et évidemment, ça ne doit pas être dans RDS, c'est dans n'importe quelle base de données, Postgres ou MySQL. Évidemment, elles peuvent être dans le cloud, mais pas nécessairement. Si votre AppSync, si votre gateway GraphQL a une connexion à une base de données qui tourne sur une instance EC2, voire même on-prem avec des connexions VPC managées, vous pouvez accéder à ces données également depuis vos applications Amplify. Je trouve ça super cool. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de tester, je travaille sur autre chose, j'en parlerai tout à l'heure à la fin de ce podcast. Mais si vous utilisez Amplify côté client, si vous avez des bases de données relationnelles MySQL ou Postgres, jetez un coup d'œil à cette nouveauté de la ligne de commande Amplify.
Une nouveauté côté Faulty Injection Service, vous savez, c'est ce service qui, contrairement à tous les autres, essaye de casser votre infrastructure. Je blague souvent en disant ça. En fait, on essaye de construire des services qui sont hautement disponibles, sauf celui-là. Celui-là, il injecte des pannes dans votre infrastructure ou dans vos applications pour que vous puissiez tester la résilience de vos applications. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Chaos Engineering. Vous injectez des pannes volontairement, soit dans vos applications, soit dans votre infrastructure qui supporte ces applications, pour voir comment les applications réagissent. Évidemment, ces tests sont contrôlés, monitorés, avec des boutons d'arrêt d'urgence si jamais quelque chose se passe mal, etc. Vous ne commencez pas par faire ça en prod, bien que des équipes rodées et confiantes font des tests de simulation de panne en prod également. Donc FIS, comme on l'appelle, Fault Injection Service, existe depuis 2021. Il vous permet de simuler des erreurs de lancement EC2, des interruptions spot, des problèmes de réseau, etc. Donc il y a des briques de base de panne cataloguées dans FIS. Sur base de ces briques de base, de ces Lego, il y a des scénarios complets. Par exemple, stresser le CPU de vos instances EC2, la mémoire, le disque, simuler des latences réseau qui augmentent, etc. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà. Et on vient d'ajouter 2 scénarios. Le premier, c'est une panne de courant dans une availability zone. Donc il va simuler la disparition d'une availability zone, et je trouve ça assez cool. Donc ça veut dire vos instances EC2, et donc par ricochet KS, ECS, les volumes EBS, l'autoscaling, le VPC, Elastic Cache, RDS, tout ça va être disconnecté, déconnecté, et puis à vous d'observer comment votre application va réagir quand cela arrive. Il permet également d'isoler une région au niveau réseau, donc simuler une coupure réseau, par exemple une mauvaise configuration d'une transit gateway, par exemple, ou d'un VPC pairing qui ne se fait plus, et donc isoler ainsi une availability zone par rapport aux autres dans votre région, ce qui est aussi assez cool. Si vous faites du Chaos Engineering, jetez un coup d'œil à Fault Injection Service. Si vous ne faites pas de Chaos Engineering sur votre infrastructure aujourd'hui, jetez-y un coup d'œil aussi, parce que vous pouvez gagner en confiance, en résilience, en testant la résilience de vos applications. Deux nouveautés côté AWS Lambda, et de nouveau avec des bases de données RDS ou RDS Proxy. C'est aussi une question qui venait assez souvent. Donc AWS Lambda maintenant permet de se connecter à des bases de données RDS. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'était une demande super fréquente de nos clients, de vous, qui disent ben voilà, moi, je voudrais que ma fonction Lambda puisse faire un select from where dans une base de données RDS, mais pour faire ça, souvent votre Lambda, votre base de données ne sont pas dans les mêmes VPC, donc il faut définir des connexions réseau et du peering au niveau des VPC, il faut définir des security groups, des subnets, il faut gérer les clés ou les mots de passe en tout cas dans Secrets Manager, donc c'est beaucoup d'infrastructures à configurer pour que simplement une fonction lambda puisse appeler une base de données RDS, et vous me voyez venir, et vous avez raison de me voir venir. Maintenant, dans la console, vous pouvez déclencher un workflow qui va automatiquement configurer Secrets Manager, mais surtout les réseaux, les security groups, les subnets, pour que vos fonctions lambda puissent parler à vos bases de données RDS. Attention, ce n'est pas une API, donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez automatiser dans un déploiement pour le moment. Pour le moment, c'est uniquement un workflow dans la console AWS, mais qui vous permet en quelques clics et de façon super visuelle de générer en quelque sorte, de configurer toute l'infrastructure nécessaire pour que vos fonctions lambda puissent appeler des bases de données RDS. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous allez apprécier parce que vous ne devez plus tout faire à la main. Autre nouveauté d'AWS Lambda, c'est le support d'un nouveau runtime, Python 3.12. Ce sont des runtimes managés, je vous le rappelle. Donc c'est AWS qui est en charge du patch ou de la mise à jour des runtimes. Vous n'avez absolument rien à faire. Pourquoi c'est intéressant? D'abord, si vous avez des applications Python qui ont besoin de nouvelles fonctionnalités en 3.12, mais surtout, c'est le premier runtime qui utilise Amazon Linux 2023 également, puisque jusqu'à présent, les runtimes de Lambda utilisent Amazon Linux 2. Alors, pourquoi c'est intéressant Amazon Linux 2023?
C'est parce que le runtime est beaucoup plus petit que celui d'Amazon Linux 2, ce qui permet à vos applications normalement de démarrer plus rapidement. Et puis il y a des nouvelles versions aussi de glibc et d'autres packages de fondation de Amazon Linux. C'est disponible dans toutes les régions sauf en Chine et en GovClouds. Alors puisqu'on parle d'Amazon Linux 2023, c'est une super transition sur l'autre nouvelle. Linux 2023, Amazon Linux 2023 est maintenant disponible également dans Cloud Shell. Cloud Shell, vous savez peut-être pas ce que c'est cette petite icône qui est dans la console qui ressemble à un terminal avec un signe plus grand. En fait, c'est un terminal, ça vous permet de démarrer un terminal sur un container qui tourne dans la sécurité de votre compte AWS avec vos credentials que vous avez utilisés pour vous connecter en console. Donc quand vous êtes en console et que vous voulez tester quelque chose par exemple, mais que vous n'avez pas de credentials sur votre laptop, vous pouvez cliquer sur Cloud Shell et dans Cloud Shell vous vous retrouvez dans un environnement Linux avec plein d'outils de développeurs, la ligne de commande notamment, SAM, le CDK qui sont déjà installés. Et donc vous pouvez tester, vous avez un shell Linux en quelque sorte. Et bien maintenant ce shell il est aussi sur Amazon Linux 2023. Dernière nouveauté qui a attiré mon attention cette semaine, et c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une amélioration d'une fonctionnalité qui existe déjà sur Amazon Recognition. Vous connaissez peut-être Amazon Recognition, c'est ce service qui utilise de l'intelligence artificielle pour détecter des objets dans une photo ou des personnes ou des positions ou du texte dans une photo. Depuis quelque temps, Amazon Recognition permet aussi de détecter si un visage est une vraie personne ou si c'est une photo ou une vidéo. Et laissez-moi vous expliquer à quoi ça sert. Vous savez, il y a de plus en plus d'applications mobiles qui vous demandent d'allumer votre caméra et de photographier votre visage ou de filmer votre visage pour montrer que c'est bien vous. Ça peut être dans des contextes d'authentification pour des applications financières, ça peut être des contextes de vérification d'âge pour accès à certains services restreints, etc. Et un des problèmes que vous avez quand vous développez ce genre d'application, c'est qu'il y a beaucoup de faux, c'est-à-dire que vous demandez à vos utilisateurs de se filmer pendant 5 secondes, mais au lieu de se filmer, ils mettent la photo de quelqu'un d'autre devant la caméra, ou ils mettent une vidéo préenregistrée de quelqu'un d'autre devant la caméra, ou ils mettent des masques, vous savez, des masques en latex qui imitent une autre personne, etc. Et donc pour détecter ce genre de fraude, Amazon Recognition a un service de détection de visage live. En gros, vous donnez le flux vidéo à Amazon Recognition et il vous renvoie un taux de confiance statistique qui dit oui, c'est une vraie personne qui était devant la caméra, ou non, c'est pas une vraie personne, c'était une vidéo, c'était une photo, c'était quelqu'un avec un masque, etc. C'est assez impressionnant. Sur le blog de lancement dont je vous mets les notes évidemment dans les notes du podcast, vous avez le lien, il y a des tas de petites vidéos qui montrent des tests justement avec des masques en latex, avec une vidéo préenregistrée de quelqu'un, avec une photo statique préenregistrée de quelqu'un, etc. Et alors qu'est-ce qui est nouveau? C'est qu'on améliore encore la précision de la reconnaissance, et puis surtout il y a une nouvelle user experience. Donc de nouveau, si vous développez des applications avec Amplify, il y a un composant que vous pouvez télécharger pour vos applications web, React, pour Android et pour Swift, qui vous permet d'intégrer cette fonctionnalité directement dans vos applications mobiles. Donc vous n'avez pas à coder les views, les interactions bas niveau avec l'API d'Amazon Recognition. On fait ça pour vous, et je suis en train de travailler sur un blog post pour vous montrer comment faire ça sur iOS. C'est assez cool et c'est assez bluffant comme technologie. Donc nouvelle expérience utilisateur et puis encore plus de précision côté Amazon Recognition avec en particulier la détection des visages live. Voilà, c'est tout pour cet épisode un peu plus court que d'habitude, mais on en a fait beaucoup il y a 2 semaines pour la conférence AWS re:Invent, donc c'est normal que le rythme des nouvelles réduise un peu aussi. C'est l'approche des fêtes de fin d'année également. Le podcast ne prendra pas de congé pendant les fêtes de fin d'année, d'ailleurs il ne prend pas de congé du tout, pendant l'été non plus. La semaine prochaine, on ne parlera pas Cloud, on parlera avec une de mes collègues, Tiffany Souter, que je remercie d'avoir enregistré cet épisode avec moi. On parlera de stockage de données à très long terme sur de l'ADN. Oui, vous avez bien entendu, c'est possible de stocker des données. Elle l'a fait, elle va vous expliquer comment elle l'a fait, et puis on va vous expliquer comment ça marche. Ça sera pour vendredi prochain, un petit cadeau de Noël comme ça, juste avant Noël. Ça sera le 22 décembre. J'espère vous y retrouver très nombreux, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.